Je suis Clara Dolitaconi, je suis directrice développement d'X Campus. Je suis aussi celle qui vous a ouvert le château tout à l'heure. Alors X Campus, vous le savez, c'est un campus universitaire et technologique, un lieu qui hybride les mondes de l'enseignement supérieur, des entreprises et des start-up au service de projets innovants. Et les conférences sont les premières briques de développement de notre projet. Et on aime mettre en avant une des parties prenantes de notre campus. Ce soir, c'est CY École de Design. C'est la première école de design implantée dans une université en France. Elle a ouvert ses portes en septembre dernier avec 3 promos dont les étudiants sont dans la salle. Une promo post-bac d'élèves ingénieurs, une promo post-bac d'élèves ingénieurs designers et une promo bac plus 4 d'élèves designers. Ces étudiants ont été très fiers des journées portes ouvertes qu'on a pu organiser il y a quelque temps. Mais ce soir, c'est la recherche qui est mise en avant avec Annie Jantès, directrice de la recherche de CY École de Design. Annie est normalienne, professeure en sciences de l'information et de la communication. Elle est responsable du groupe Design Research du laboratoire de traitement de l'information et des systèmes ETIS, UMR, CNRS NCA CYU. Autrice de nombreux ouvrages, ses travaux de recherche portent sur les dimensions matérielles, symboliques et sociales des activités de design, les pratiques émergentes de design en rapport avec les nouveaux enjeux de société et l'épistémologie du design dans la dimension interdisciplinaire que le design revendique. Ce soir, Annie Jantès va nous présenter le rôle et les méthodes du design au service des besoins et des métiers des entreprises. Et je suis ravie de te laisser la parole, chère Annie. Merci. Merci beaucoup Clara, merci à vous tous d'être présents ce soir. Voilà, je n'ai pas voulu vous faire une conférence très compliquée, donc je vous rassure tout de suite, je ne vais pas rentrer dans les détails de projets de recherche qui peuvent être un peu abscons quand on n'a pas nécessairement travaillé dessus avant. Et en fait, je me suis vraiment interrogée sur, à la demande d'ailleurs de Clara et d'X Campus, je me suis interrogée sur les relations qui pouvaient exister d'une part entre les designers et les entreprises et d'autre part sur la place de la recherche en design, également dans le cadre des entreprises. Alors je vais peut-être commencer par les mauvaises nouvelles. Admettons que je réussisse à faire fonctionner ce truc-là. Voilà, et là, hop, non, toujours pas, bon, on va appuyer. Alors les mauvaises nouvelles, c'est que ça commencerait peut-être par un dialogue de sourds. En réalité, il n'y a pas de question. C'est-à-dire que l'apport du design à la création de valeur pour les entreprises a été démontré. Bon, je reviendrai avec quelques chiffres sur la base d'une enquête assez récente. Cela étant, on se retrouve dans ce genre de conversation où les gens ne savent pas nécessairement quelles questions poser et donc on ne sait pas nécessairement quoi leur répondre. Alors comment ça se passe? Les entreprises ne connaissent pas les différents métiers du design, et il y en a de différents, et du coup ne savent pas à qui s'adresser. Et finalement aussi du coup ont du mal à définir leurs besoins. Ensuite, même les entreprises, suivant les enquêtes, même les entreprises qui font appel à des designers ne savent pas non plus nécessairement quelles questions leur poser et évidemment a fortiori ne savent pas comment évaluer leur production. Donc ça commence plutôt mal. Et on doit dire aussi que du côté des designers, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que les designers ont besoin aussi de savoir argumenter, d'expliquer leur travail, pour pouvoir aussi reformuler les demandes de leurs clients. Donc pour les uns comme pour les autres, il y a un enjeu à mieux comprendre quelles sont les compétences qui peuvent être au service de l'entreprise. Alors est-ce que là ça marche? Yeah. Alors donc, le fil directeur pour cette présentation aujourd'hui, c'est d'abord, c'est quoi le design? Voilà, ça me paraît, vous savez, quand on est prof un jour, prof toujours, donc on commence par les définitions. On va se demander à quoi bon faire du design pour une entreprise? Après tout, moi je vais vous faire l'avocat du diable, il n'y a pas de nécessité peut-être à ce que les entreprises aient du design, donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Et puis peut-être, alors encore plus dur, pourquoi est-ce que vous pourriez être concerné par la recherche? Là aussi, j'ai un peu envie de me faire l'avocat du diable. Ce n'est pas une nécessité, mais peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc, design, définition. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez 2 designs pour le prix d'un.
En fait, en termes de définition, vous avez d'une part le mot design qui signifie en anglais conception, invention, création. Ça, c'est très important qu'on se rappelle ça parce que du coup, ça implique que l'ensemble des pratiques humaines sont ouvertes à la créativité, sont ouvertes à la création. Par-delà cela, évidemment, la conception, l'invention, c'est toujours une activité qui produit ce qu'on appelle un X, une inconnue, c'est-à-dire un produit qui n'est pas déterminé entièrement par ce qui existe déjà. Ça, c'est aussi très important. Et puis finalement, grâce à cette activité, il y a une expansion du réel, il y a quelque chose qui n'y était pas avant, et qui est accompagné aussi d'une augmentation des connaissances. Ça, c'est important. Vous créez un nouvel artefact, une nouvelle technologie, un nouveau dispositif, qui vous permet de créer des nouvelles connaissances sur non seulement ce dispositif, mais son environnement et sur la culture qui va l'accompagner. Alors ça, c'est design au sens de conception. Après, design, c'est aussi une activité sociale située où vous avez des gens qu'on appelle des designers, qui sont formés d'ailleurs dans des écoles de design. Donc la question qu'on peut légitimement se poser, sachant que, voilà, a priori, on est tous capables de conception, la question qu'on va se poser, c'est finalement, c'est quoi les compétences spécifiques des designers par rapport à tout ça? Alors, il y en a de 3 ordres. Le premier ordre, c'est que vous et moi, on a appris, grosso modo, à utiliser des mots pour parler et pour écrire, voire pour lire. Et ça, c'est déjà un outil d'expression. Ça n'est pas trivial, c'est déjà beaucoup. Sauf que les designers, eux, ils ne maîtrisent pas que les mots. On les forme pendant 5 ans à maîtriser toutes sortes d'outils d'expression. Alors vous allez me dire, bon, après tout, pourquoi? Et est-ce que ça fait vraiment une différence? Ah oui, ça va faire une grosse différence. Parce qu'en fait, chaque outil d'expression porte en lui une potentialité d'ouverture de nouvelles idées, de nouveaux possibles. Donc moins vous avez d'outils d'expression, moins en effet vous êtes capable de pouvoir redéfinir des alternatives au monde tel qu'il existe. Du coup, les outils de dessin, 2D, les outils de prototypage, 3D, les mots, le corps aussi, le corps en action, sont tous des outils, au sens très large du terme, qui permettent aux designers de réouvrir le monde et de proposer des alternatives à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Le premier point, donc, c'est cette maîtrise d'une multitude de médias d'expression. La deuxième chose qui est très importante, et Clara l'a peut-être pas signalé, mais moi je viens d'une école d'ingénieur, donc je vois un peu la différence dans les formations quand même, c'est la maîtrise des outils de recherche sur la culture. Ce mot culture, il est super important. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de regarder les usages, les activités des gens. Il s'agit aussi de regarder leurs valeurs et leur esthétique. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement avec des formes, avec des matières, et avec aussi des émotions, et aussi des choses que l'on veut défendre à la fois personnellement, politiquement. Donc, être designer, c'est aussi maîtriser des outils d'enquête, de curiosité sur la culture. Et puis finalement, c'est aussi une culture du projet, tout à fait spécifique. Alors, je parle ici, X-Campus, c'est quand même blindé d'entreprises, de start-up, d'entreprises de TI, qui font quand même de la gestion de projet. Donc, je ne vais pas vous faire le cours sur la gestion de projet. Alors, qu'est-ce qui fait, encore une fois, la spécificité de la culture du projet du designer? D'abord, c'est une culture itérative. Et itérative à 2 titres. D'abord, il y a cette agentivité des matériaux. Autrement dit, la question du designer, ce n'est pas simplement de maîtriser la gravure sur bois, c'est de se laisser surprendre aussi par les matériaux sur lesquels les designers travaillent. Ça, c'est important parce que cette notion d'agentivité, elle est assez récente dans la recherche en design. On parle d'anthropologie symétrique parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, il y a un dialogue où la matière, quelle qu'elle soit, va surprendre le designer dans son travail avec elle. Et ça, c'est rester ouvert à cela. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement uniquement dans la maîtrise de l'outil, ce qui est le cas, on est aussi dans comment est-ce que cet outil va nous surprendre. D'où beaucoup de thématiques que vous avez dû entendre sur comment est-ce qu'on hack des technologies, comment est-ce qu'on pousse des outils jusqu'au bout, comment est-ce qu'on voit jusqu'où ils peuvent aller
Ça aussi, c'est une compétence itérative de design, parce que si la matière vous surprend, eh bien, vous allez réagir, réinteragir avec elle. Et puis, c'est itératif aussi parce que c'est ouvert au test et à l'évaluation. Vous savez, on dit toujours en design thinking, moi ça me fait mourir de rire, hein, on dit toujours en design thinking, oui, il faut être super bienveillant, machin. Il n'y a rien de pire qu'une agence de design. La réception de ce que vous allez proposer en design va être hyper critique et à juste titre. Parce qu'il va falloir se demander, hein, qu'est-ce que ça vaut ce que vous produisez. Voilà. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on évalue ça, comment est-ce qu'on le teste avec des utilisateurs finaux peut-être, mais toutes sortes d'utilisateurs, comment est-ce qu'on pousse ce dispositif dans des milieux différents. Et donc ça, c'est itératif parce qu'on apprend à faire ça aussi dans des écoles de design, et en particulier à CY École de Design. Donc le design, j'ai tendance à dire qu'en fait, le designer, c'est un virtuose des normes. Alors, quand je dis normes, hein, je ne parle pas uniquement des normes ISO, hein, on se comprend bien. Quand je parle de normes, c'est-à-dire c'est tout ce qui règle de façon très fine notre rapport entre nous et notre rapport entre le monde et nous. Donc, c'est des normes technologiques, sociales et encore une fois, esthétiques. Bizarrement, je ne suis pas habillée en maillot de bain pour vous faire cette présentation. Vous voyez, il y a eu comme qui dirait des normes là, qui se sont appliquées. Je ne dis pas, hein, vu la chaleur qu'il y avait les jours précédents, on aurait pu penser que ce ne serait pas une mauvaise idée, mais non, voilà. Alors cela étant, le designer, non seulement il va se demander comment est-ce qu'effectivement il y a des normes qui structurent notre société, parce que si vous voulez qu'un produit aboutisse, il faut quand même bien que vous posiez cette question-là, mais par ailleurs, il va se dire, mais comment est-ce que je peux les remettre en question, ces normes-là? Qu'est-ce qui fait que je peux jouer avec ces normes? Qu'est-ce que je peux en effet faire bouger dans les normes sociales et culturelles qui nous entourent? Ça aussi, ça n'est pas une compétence triviale. Et vous vous rendez bien compte qu'il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre du rapport avec l'art. Alors ça, j'en parle parce que je trouve que c'est assez important. Encore une fois, si on est dans la définition du design comme conception, eh bien les modèles que vous devez avoir de la conception doivent être robustes, que vous vous appliquiez à l'art, au design et on va le voir à l'ingénierie. Qu'est-ce que le design va partager avec l'art, de mon point de vue? Eh bien, c'est une expansion, on a parlé d'expansion du réel, à travers l'exploration des matériaux sensibles. Vous avez des designers qui ont une vraie pratique poétique, c'est tout à fait fascinant, qui explorent vraiment les potentiels des matériaux, qui essayent de voir comment est-ce que ça peut créer un nouvel univers visuel. Alors, ils le font souvent au service, évidemment, de produits, de dispositifs qui vont pouvoir être distribués en société, qui vont remplir une certaine fonction. Mais c'est quand même un point commun qu'ils peuvent avoir avec le domaine artistique. Et puis le design, il a aussi quand même, hein, tout ça c'est la même famille, hein, des sciences et des arts de la conception, avec l'ingénierie, en particulier parce que certains designers, et c'est d'ailleurs l'origine du cursus que Clara tu as rappelé, hein, c'est-à-dire qu'il y a des designers ingénieurs, mais même quand on n'a fait qu'une école de design, en fait on est amené souvent à explorer les propriétés physiques, mécaniques, chimiques, de calcul, pour voir ce que cela peut donner. Donc on voit bien que le design, c'est une famille hein, avec des rapports, des fois tendus, des fois pas d'ailleurs, hein, des fois tout à fait agréables, entre voilà, des métiers et des compétences un peu complémentaires. L'évaluation du coup du design, ça va être ça. Hein. Comment transforme-t-il les normes sociales, esthétiques et techniques? Comment est-ce qu'il élargit le nombre d'alternatives à ce que nous vivons, de représentation? Comment est-ce qu'il change nos imaginaires? Ça, c'est super important. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai travaillé avec le responsable du département informatique à l'époque, donc à Télécom Paris, il m'a dit, alors sa femme était psychanalyste, hein, ça peut aider, mais il m'avait dit, Annie, il n'y a pas de nouvelles technologies sans imaginaire. Ça, c'est quand même énorme. Hein. Vous avez le directeur, qui était un spécialiste en plus de ça, de la sécurité informatique, qui vous dit il n'y a pas d'imaginaire sans technologie. Sauf que cet imaginaire, j'ai envie de vous dire, l'ingénieur, à la fin de la journée, il a fini son algorithme, il n'a pas nécessairement le temps de travailler sur les imaginaires. C'est là que vient le design. Et évidemment, le nombre d'alternatives de valeur, comme je le disais tout à l'heure, des organisations, et aussi, fondamentalement, comment est-ce que le design soutient la créativité. Alors maintenant qu'on a un peu vu ce que c'est que le design, qu'est-ce que sont ces rapports entre design et organisation? Alors la bonne nouvelle, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, la valeur économique du design n'est pas une question. Voilà.
Alors, j'ai retrouvé une enquête qui a été menée par Shepard et Kouyoumyan, je ne sais pas comment on prononce, et Fabrizio Dore, sur la valeur du design, la valeur économique du design. Alors, ça date un tout petit peu, mais c'est la plus récente et surtout, elle est d'une très belle ampleur, puisqu'ils ont enquêté sur 300 entreprises cotées au CAC 40 et ils ont identifié 100 000 actions de design qui leur ont permis de faire une évaluation de la maturité des entreprises en matière de design. Alors, je vous le signale, il y a un test en ligne que les entreprises peuvent faire pour voir en effet où est-ce qu'elles en sont de leur maturité par rapport au design. Et donc, ce que l'on voit très rapidement, c'est que les entreprises qui ont le plus poussé le design dans leur mode de fonctionnement sont celles qui ont les meilleures performances financières. Donc ça, j'ai envie de vous dire, aussi bien pour les étudiants d'ailleurs, c'est toujours la bonne question à laquelle il faut savoir répondre, dans la série « Si on vous demande combien vous coûtez », vous allez pouvoir dire, mais je vais surtout vous dire combien je rapporte. Bah. Alors voilà quelques chiffres que j'ai récupérés donc, de cette enquête de McKinsey. Donc ce que vous voyez, alors le top quartile, c'est vraiment donc, les entreprises qui ont le plus développé donc, la question du design, qui irrigue. Vous voyez qu'elles sont à chaque fois presque le double pour certaines des entreprises qui les ont, sur lesquelles qui sont l'échantillon qui correspond à des échantillons de comparatifs. Également pour tout ce qui est les actionnaires, donc le retour pour les actionnaires des entreprises, pareil, est quasiment le double par rapport à un échantillon de référence. Ce qui est intéressant aussi dans cette enquête, c'est qu'on se rend compte que, en fait, ce ne sont que les entreprises qui ont véritablement, vraiment investi dans le design, qui ont des retours beaucoup plus élevés que même les niveaux intermédiaires. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le marché récompense de façon disproportionnée, d'une certaine façon, les entreprises dont les produits se distinguent de façon radicale. Donc ça veut dire qu'une entreprise qui investit moyennement s'en sort moins bien qu'une entreprise qui investit radicalement dans le design. Et ça, c'est vrai, quels que soient en fait les secteurs d'entreprises qui ont été analysés dans cette enquête. Alors évidemment, ça ne touche pas à tout, mais donc il y a de la banque de détail, des technologies médicales et sur ce qui est tout bien de grande consommation. Et donc vous vous demandez, que puis-je faire pour rejoindre le club très sélect des entreprises structurées autour du design? Alors ça, le directeur, donc Bracken Darrell de Logitech, dit ça peut prendre du temps. En fait, classiquement, les entreprises ont une vision assez étroite du design et donc elles démarrent en se disant on va avoir des designers pour nous aider sur la couleur, le matériau, la finition des produits. Bon, c'est déjà ça, mais bon, c'est le début. La deuxième phase, c'est quand les entreprises se disent mais finalement, moi, ce que je voudrais quand même poursuivre et analyser et étudier, c'est comment est-ce que le design peut englober la totalité de l'expérience de l'utilisateur. Alors là, c'est un peu un autre niveau, on va revenir dessus. Mais là, c'est plus uniquement la couleur du packaging, c'est véritablement toute l'expérience que l'utilisateur peut avoir avec toute la gamme des produits d'une entreprise. Et puis la phase finale, c'est les entreprises qui réalisent qu'effectivement le design peut infuser la totalité de leurs activités et qui du coup, et c'est ce qu'a fait Bracken Darrell quand il est arrivé, je crois qu'en 2013, donc il s'est rendu compte que Logitech, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est les souris d'ordinateur au départ. Il arrive en 2013, l'entreprise se porte moyen, et donc il réussit, alors j'ai mis les profits, mais en fait c'est la valeur de leurs stock options, donc il réussit en l'espace de 1 an, mais en se disant, mais moi maintenant, je vais mettre le design à l'initiative de toute la production de l'entreprise, et donc je vais réouvrir à l'exploration des potentiels des compétences de cette entreprise, et en particulier, ils ont élargi
leur production à tout ce qui était périphérique de jeu et aussi tout ce qui était son. Donc, très intéressant quand même de voir une progression, mais qui, encore une fois, voilà, apporte ce qu'on en attend. Alors, comment ça se passe si on veut vraiment avoir du design en entreprise? Eh bien, ça se passe que, comme on dit par chez moi, eh ben, la C-suite, hein, donc les CEO, CTO, whatever, hein, tous les managers de l'entreprise, eh ben, ils doivent être convaincus. Alors, j'ai envie de vous dire, quand on lit ça, on se dit toujours, mon Dieu, c'est quand même un peu une lapalissade, quoi. Hein. Mais ce que ça veut dire quand même, c'est qu'ils reconnaissent que cette expérience de design, et surtout comprendre, au-delà de ce que les consommateurs disent, véritablement les univers dans lesquels l'entreprise vit, c'est ça qui est important pour pouvoir effectivement commencer à introduire de façon systématique le design. Donc c'est quasiment une curiosité anthropologique. Hein, vraiment de comment est-ce que les gens se divertissent plutôt que est-ce qu'ils consomment mon jeu vidéo. Comment est-ce que les gens travaillent plutôt que je produis uniquement une souris qui s'accroche à un ordinateur, etc. Alors, du point de vue du management stratégique du design, la deuxième dimension qui est très importante, c'est qu'en fait, une entreprise passe son temps à remonter des informations. Évidemment, ces informations, elles doivent être organisées beaucoup hein, autour des utilisateurs. Recherche qualitative, quantitative. Il ne faut pas oublier non plus l'intelligence économique. Hein, ça a eu un développement beaucoup moins important en France, enfin en tout cas plus récent, mais c'est hyper important de savoir non seulement ce que font les concurrents, mais aussi quel est l'environnement politique, social qui peut impacter votre business à tout moment. Bien sûr, d'être dans une veille des technologies qui peuvent également impacter le business, et puis bon, bien sûr, toutes les préoccupations qui peuvent venir les préoccupations commerciales qui peuvent venir des équipes financières. Et puis, troisième aspect, toujours important, quand on dirige, il faut avoir des indicateurs. Il n'y a pas de raison que le design n'ait pas ces indicateurs aussi, et en particulier si on pense à customer satisfaction et puis usability. Hein. Donc, est-ce que les consommateurs de votre produit sont satisfaits? Comment est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce qu'on peut effectivement on peut tout à fait l'évaluer, et puis comment est-ce qu'ils s'en servent concrètement, vraiment dans leur gestuelle, dans leurs mains? Ça aussi, ça peut complètement être évalué. La deuxième chose, c'est ce que je vous disais, cette exploration de l'environnement. Alors c'est une exploration qui en fait passe de qu'est-ce qui se passe, donc on regarde, c'est de l'analyse. Après on compare, on se dit quelles seraient les situations qui ne seraient pas si éloignées de la nôtre et qui nous permettraient peut-être de repenser notre action sur le monde. Et puis après c'est du et si nous on faisait quelque chose auquel on n'avait pas pensé avant et que on allait mettre en place. Et ça, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'il y a presque trois postures. Inside out, on se met dehors pour regarder l'entreprise, vue du dehors, l'entreprise et ses produits. Comme si on regardait quelqu'un dans un paysage. Il y a la question de la cohérence aussi, c'est-à-dire que, ça vous le savez très bien, il y a ces histoires de Customer's Journey. C'est vraiment comment est-ce qu'en fait toute l'entreprise elle est à des points d'entrée pour vous avec les utilisateurs, et donc comment est-ce que les utilisateurs vont avoir une vision cohérente de tout ce que vous pouvez proposer. Ça c'est vrai aussi pour les collectivités territoriales. Moi je parle d'entreprise, mais globalement, que ce soit une association, que ce soit une collectivité territoriale, que ce soit une entreprise, c'est toujours à peu près les mêmes problèmes. Et puis au-delà, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si l'entreprise est trop restreinte sur sa zone de confort, il est probable qu'elle ne va pas voir à côté ce qui pourrait tout à fait l'intéresser. Et donc c'est ça les témoignages qu'il y a dans ces enquêtes, c'est de dépasser l'écosystème propre à l'entreprise. Alors on en parlait tout à l'heure. Encore une fois, la préoccupation sur l'utilisateur, ça ne doit pas être uniquement le fait de spécialistes des utilisateurs, ça doit être une préoccupation de l'ensemble des départements ou d'une entreprise, d'une organisation.
Et donc, une forme d'organisation doit se mettre en place autour du projet. Ce qu'il y a aussi très important, c'est que quand même, quand vous allez dans un hôpital, vous attendez bien à ce qu'il y ait tous les outils pour vous soigner, hein. En tout cas c'est souhaitable. Eh bien, c'est pareil pour les designers. Il faut un environnement, hein, avec l'ensemble des outils. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais il leur faut des logiciels de design, des applications de communication, des analyses de données approfondies, des technologies de prototypage pour 2 raisons. Encore une fois, on se rappelle, c'est-à-dire que tout ça, ça stimule la créativité. C'est-à-dire, c'est pas uniquement j'ai une idée et donc je l'implémente. Non, c'est qu'est-ce que la maîtrise de ces outils d'expression va me permettre de faire et de réaliser et vraiment de prendre une distance par rapport à mes propres idées. Et puis parce que ça accélère les itérations de design qui sont hyper importantes. Et puis ce qui est super important aussi, c'est de rester connecté à la communauté design, on va dire, au sens large. Pourquoi ? Parce que, j'ai envie de dire, si une communauté de design ne va plus justement se rebrancher sur la culture, c'est-à-dire ne va pas regarder des expositions, ne va pas participer à des discussions avec d'autres designers, d'autres créateurs, il est fort probable qu'elle s'appauvrisse. Donc ça, le fait d'autoriser dans une entreprise, de dire, voilà, il faut qu'on puisse aller voir des expositions de design ou d'art, c'est pas si évident que ça, hein. Et je pense qu'effectivement, c'est très important, en fait. Et puis, alors ça, je veux vous dire, c'est la grosse difficulté de l'ingénieur français, et tout à son honneur, c'est-à-dire il veut la solution parfaite. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, en particulier parce qu'on diminue les risques en itérant, on diminue les risques au niveau du développement des produits en écoutant, itérant, testant avec des utilisateurs finaux. Par ailleurs, on a remarqué que plus les entreprises partageaient avec des utilisateurs les prototypes avec des personnes extérieures à l'entreprise, plus en effet elles étaient performantes. Finalement, de dire, alors ça aussi, très connu, alors ça, personne qui n'a jamais vécu ça me lance la première pierre, hein, mais très connu, le fait de dire, ah oui, mais alors le PowerPoint, comme tu es designer, tu vas me faire un super beau PowerPoint, quoi, hein. Ouais, non, en fait, on ne va pas passer des heures et des heures et des heures à faire des super beaux PowerPoint ou des superbes maquettes, alors que finalement, on a besoin, encore une fois, de ne pas avoir le produit finalisé tout de suite, mais d'itérer et de tester. Et puis, vous le savez, surtout moi qui viens de l'école d'ingénieur, donc tous les logiciels commerciaux, en fait, le problème, c'est que si vous ne faites pas un test à la grande échelle, c'est très difficile en fait d'anticiper toutes les questions qui vont se poser, tous les usages qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est une culture qui est très difficile à mettre en place parce qu'évidemment, on se dit tout de suite, ah mon Dieu, si je laisse le produit et qu'il n'est pas parfait, mon Dieu, je vais perdre des clients. Bon. Effectivement, mais en même temps, la possibilité de faire évoluer votre produit dépend beaucoup de cette lancée sur le marché. Alors là, maintenant, on va passer à un domaine qui pourrait presque être conflictuel. Parce que vous avez sans doute tous entendu parler de design thinking, et quand vous en parlez à des designers, souvent la réaction, c'est de dire « mais est-ce que c'est vraiment du design ?» Et la réponse des designers, c'est souvent « non, ça n'est pas ». Bon, et en fait, on va se retrouver dans la même configuration que ce que je vous évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire 2 définitions pour le prix d'une. C'est-à-dire que le design thinking présente des compétences pour aider à la conception, et puis bien sûr, il y a aussi des compétences spécifiques des designers dans les écoles de design. Juste, je vous remets ça rapidement, je vais vous faire un cours sur design thinking, hein, on se comprend bien. Bon, mais c'est ici quand même. Hein. Alors la D-School, hein, c'est à Stanford. La D-School, elle a été développée en partenariat donc, entre Stanford et une très grande agence de design là-bas, qui est le design de service, qui s'appelle IDEO. Et ils proposent donc une executive education sur le design thinking. Donc, vous voyez, c'est quand même très structuré, hein, avec comment est-ce qu'on comprend, empathize, hein, comment est-ce qu'on rentre en empathie, hein, avec
un milieu qui nous intéresse, comment est-ce qu'on va définir des problèmes sur lesquels on peut agir, comment est-ce qu'on va avoir des idées. Alors, encore une fois, vous vous doutez bien, hein, vous avez tous vu ces photos avec des gens avec des post-it, là. Bon, alors, encore une fois, on se rappelle, c'est pas inutile, le post-it, ça a d'ailleurs des propriétés sémiotiques très intéressantes. Mais voilà, évidemment, si vous n'avez que ça risque d'être un petit peu limité. Alors, juste, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que IDEO, c'est une agence de design, donc elle met en libre service, en quelque sorte, une méthodologie, sachant que derrière, l'entreprise qui ne fait que ça, elle se retrouve dans l'incapacité à faire justement cette idéation à partir de plusieurs outils d'expression. Elle se retrouve en difficulté pour faire du prototypage, parce que globalement, on n'est pas nécessairement équipé en tant qu'entreprise pour faire du prototypage comme les designers. Et puis, elle ne sait pas non plus nécessairement tester, etc. etc. Et c'est là que quand vous êtes une agence de design, vous êtes très fort parce que du coup, vous facturez après. Donc les post-it sont gratuits, mais après, tout le travail, il n'est pas gratuit. Mais bon, ça c'est mon petit côté critique, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que oui, en effet, ça accompagne en particulier l'innovation. Alors, ce que nous, on a développé à CY École de Design, c'est justement de creuser davantage ce qu'il y avait de spécifique. Alors, je ne dis pas que le design thinking n'est pas du design, vous m'entendez bien, hein, c'est-à-dire que je pense que c'est une forme d'accompagnement du design très importante pour les entreprises, avec vraiment une gestion du projet qui est aussi extrêmement pertinente. Mais simplement, il faut prendre ça plus. Et le plus, voilà, c'est une méthode qu'on va prononcer MC, qui est issue de la recherche en art, en ingénierie et en design, et qui, encore une fois, va se poser la question des matériaux du design. À partir de quoi on fabrique quand on est designer, d'une part. Et d'autre part, ce quelque chose là, sur lequel on travaille, il sort d'où? D'où, encore une fois, cette notion de culture qu'on va considérer ici comme un réservoir de ressources. D'abord parce qu'on va sortir des choses de cette culture-là, et puis ensuite parce qu'on va les réinjecter dans la culture, mais évidemment sous un autre format. En effet, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les designers travaillent avec des mots, avec le corps, avec des représentations, avec tous les matériaux bruts qui vont de la peinture à l'IA, avec des machines aussi, ça, je vous en parlerai en vous donnant un exemple, mais aussi avec les théories. Ça, c'est très intéressant. C'est une recherche qu'on a entamée avec Anne-Françoise Schmitt, qui est philosophe des sciences, qui est une spécialiste en fait de Poincaré, philosophe des mathématiques, et qui dit en fait le design, c'est toujours une façon de découper des disciplines, d'extraire, de sous-déterminer des disciplines, pour pouvoir justement faire apparaître des nouvelles configurations qui sont inattendues, et qui permettent de reproposer justement des nouveaux savoirs. Voilà, je vous passe sur les différents éléments. Juste pour vous dire, encore une fois, IDEO, qui a quand même lancé cette histoire de design, c'est des vrais designers chez IDEO, et ils disent, voilà, j'aime bien cette citation, parce que si vous allez sur leur site, vous verrez, ils disent on a une tech box, mais la tech box, c'est à la fois des composants, des bouts de machine, une librairie de matériaux, des bases de données, un website, et puis une mémoire organisationnelle. Super important ça. Parce qu'en fait, les designers seniors, en fait, ils mobilisent toujours la diversité des projets sur lesquels ils ont eu à travailler. Et c'est ça aussi, parce que c'est cette culture-là personnelle qui leur permet de répondre de façon de plus en plus ouverte et expansive par rapport au projet que vous leur proposez. Donc, on a la culture, on a les médiums. Alors évidemment, on va être clair, si vous êtes dans la conception, ce n'est pas pour répéter ce qui a déjà été fait 50 milliards de fois. Donc, en fait, le problème de la culture, c'est qu'il faut réussir à vous en sortir. Donc, il y a des opérations d'extraction. Et puis, après, ici, quand vous avez extrait, par exemple, les éléments sur lesquels vous avez envie de travailler, il y a toutes sortes d'opérations. Alors qu'on dit de discrétisation, ça, pour ceux qui ont fait un peu de maths, vous voyez ce que je veux dire, voilà, de déconstructualisation et puis de composition. On va recomposer avec les matériaux qu'on sort de la culture. Et puis après, il faut réinsérer en culture, parce que ce n'est pas tout de sortir des choses. Il faut qu'à un moment donné, ces matériaux recomposés, ces propositions nouvelles, ces valeurs que vous avez mis en place à travers, que vous avez traduit dans des artefacts, dans des dispositifs, il faut que vous puissiez les réinsérer en société. Et donc, il y a une remise en circulation dans l'espace culturel.
Et là, pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on voit apparaître, en effet, des nouveaux objets, des nouveaux dispositifs, des nouvelles organisations, et puis on réorganise aussi les connaissances. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un nouvel... j'ai beaucoup travaillé sur les réseaux ad hoc, donc pair à pair sans fil. Une fois que vous avez ça, vous allez créer des nouvelles connaissances sur la possibilité de faire du peer-to-peer complètement distribué. Voilà. Alors, je vais quand même vous donner un petit exemple, parce que là, tout ça, c'est super théorique. On m'a dit, surtout, tu donnes des exemples. Alors, je voulais partager avec vous. Alors, je me suis dit, en plus de ça, comme c'était la canicule, alors aujourd'hui et hier, il faisait quand même un peu moins beau, mais enfin bon. Je me suis dit, je vais vous parler de Iris van Herpen, qui est considéré justement comme quelqu'un qui bouleverse complètement, vraiment, la création dans le domaine de la mode. Et en particulier, je vais vous parler de cette robe, What a Dress, qui a été produite en 2010. Alors, il faut savoir quand même que l'industrie de la mode, pour ceux qui ne le savaient pas encore, c'est quand même l'industrie qui est une des plus polluantes au monde. C'est un truc de dingue. Moi, j'ai lu les chiffres, juste, je tombais de ma chaise. Bon. En même temps, c'est une industrie qui nous fait rêver, puis enfin, on est tous habillés, là, on n'est pas tous nuls, donc ça veut bien dire qu'on va choisir des vêtements, donc comment est-ce qu'on les choisit? Et puis, c'est malgré tout une industrie qui est créative, c'est-à-dire qui invente des formes et qui peut aussi, et c'est ça qui est très intéressant avec le travail de Iris, qui va créer aussi des matières. Alors la culture, c'est aussi la pollution. Et il se trouve que Iris se dit, bon voilà, et si le plastique récupéré dans les océans pouvait être le matériau des vêtements? Et donc le médium à travailler, ça va être les plastiques de récupération. Deuxième, et si, alors ça c'est toujours très important, vous vous rendez compte, à chaque fois vous êtes, ok, les trucs qui fonctionnent, mais et si on faisait différemment? Et le et si là, c'est et si on pouvait porter de l'eau? Parce qu'elle aurait pu faire un truc complètement opaque, on se comprend bien, surtout avec du plastique récupéré, j'ai envie de vous dire, c'est sans doute ça qu'elle aurait pu faire le plus facilement. Mais non, elle veut, et donc en fait ils ont lancé comme ça de l'eau. Alors là c'est comment dirais-je, une visualisation, mais qui n'est pas celle du moment où il balançait des baquets d'eau là, sur la pauvre Daphné Guinness. Là. Bon. Mais globalement, elle s'est dit, mais qu'est-ce que ça donnerait voilà, d'être dans ce surgissement d'eau, une robe qui serait dans ce surgissement d'eau. Donc là, c'est là que ça se complique, évidemment, parce qu'on va donc puiser, on va extraire des connaissances sur les plastiques, les modes de recyclage, et puis essayer de trouver d'autres façons de recycler et de traiter les plastiques, parce qu'en fait c'est ultra complexe le recyclage du plastique, pour réussir à atteindre ce nouvel objectif. Donc, en particulier, une des choses qui est compliquée, c'est de le rendre très clair, transparent, quand c'est du plastique de recyclage. Et en particulier, ce qu'elle dit, c'est, voilà, des fois, j'invente une technique ou un matériau qui n'existe pas. Et après ça, donc c'est cet univers, donc on va se dire et si, et donc là, il va falloir réorganiser ou trouver des nouvelles connaissances pour pouvoir produire ce nouveau, pour pouvoir être dans ce nouveau projet. Et ce qui est très intéressant, c'est avec qui elle travaille. Et là, en particulier, c'est avec l'université technologique de Delft, en particulier avec la professeure Jenia Dubrovsky, qui, elle, dit, on a des machines en particulier à scanner et à imprimer en 3D, mais du coup, on va hacker l'impression. Et ça, c'est encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit quand même une femme qui est créatrice de mode et qui en fait ne se limite pas aux matériaux qui sont présents, qui ne se limite pas aux technologies qui sont présentes et qui dit à des gens qui font des recherches sur ces dispositifs techniques, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi parce que moi je veux ça. Et finalement, elle réussit à faire cette robe. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est de la haute couture, et que finalement on voit bien là, en tout cas dans ce cas précis, ça a un peu le rôle du concept car. Pourquoi le rôle du concept car? Parce que dans l'industrie automobile, parce qu'en réalité un concept car c'est ce qui vous permet de tester des technologies, c'est ce qui vous permet d'augmenter vos connaissances, c'est ce qui vous permet d'implémenter des nouvelles connaissances pour transformer ce que peut être un véhicule.
Mais évidemment, quand vous revenez en culture, c'est l'éthique, c'est-à-dire que là, cette collection va utiliser des plastiques repêchés dans les océans. Et puis, voilà, on a des nouvelles connaissances technologiques. Alors, ce que je trouve aussi intéressant dans cette affaire-là, c'est ce qu'elle dit sur comment est-ce qu'on devrait faire de la mode aujourd'hui. Parce que le problème, et ça, il y a un interview très intéressant, donc des fondateurs de Asphalt, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Bon. En fait, Asphalt, ils produisent vraiment en lançant des questionnaires très approfondis avec les utilisateurs, et sur la base de la réponse de ces utilisateurs, par exemple, les problèmes avec vos pulls, alors on va tous s'y retrouver, hein. Il rétrécit en machine, il perd sa forme et se détend, la laine gratte, pique, bref, c'est relou, et en plus, il bouloche. Donc là, on a tous connu ça, et voilà, donc eux, ils se disent, ça veut dire quoi de produire un pull qui va ne pas avoir tous ces problèmes-là, et qui ne va fabriquer qu'une fois que les gens auront commandé leur pull. Donc, ils attendent d'avoir suffisamment de commandes pour lancer la production. Donc ça, c'est production on demand. Et ça évite, et là, vraiment, dans l'interview, c'est assez saisissant, quoi. Le gars, il a fait un meilleur bénéfice avec ce système en vendant 2000 pulls qu'en un an avec une marque précédente où ils étaient obligés de créer je ne sais pas trop combien de centaines de modèles, et puis à produire des choses où ils disaient, mais en fait, on produisait plus de choses que les gens n'en voulaient, quoi. Donc, très intéressant. Alors maintenant, la recherche en design. Vous allez voir, finalement, c'est presque le plus facile. Alors, la recherche, c'est un truc mais super simple, en fait. La recherche, c'est une conversation avec des gens qui s'intéressent au même sujet que nous, au même phénomène. Et donc, une grosse partie de notre travail consiste à lire ce que les autres et à analyser ce que les autres ont déjà fait. Ça, je peux vous le dire, hein. Entre ce que vous pensez, vous, inventer et en fait ce que vous devez garantir que les autres n'ont pas déjà fait, c'est 80% 20. Hein. Donc, l'idée, c'est de ne pas réinventer le couteau à couper le beurre. On est bien d'accord, on a fait de la recherche. Donc, ce n'est pas sur l'étagère, sinon ce ne serait plus de la recherche. Et donc, on fait ce qu'on appelle une revue de littérature qui va nous dire quels sont les nouveaux dispositifs technologiques en sciences de l'ingénieur, quelles sont les pratiques ou les activités en sciences sociales qui évoluent, quelles sont les cultures, hein, les formats, etc. Pour effectivement trouver soit de nouvelles choses, si vous êtes en ingénierie, vous faites ça tous les jours, hein, globalement, enfin rechercher en ingénierie, ou des nouvelles explications aux comportements qui nous entourent. Ça, c'est la recherche. Après, qu'est-ce que la recherche en design? Alors, là aussi, c'est pas très compliqué, hein. Bon, on va s'intéresser à la recherche sur le design. On va se dire, mais en fait, comment les gens qui créent, comment font-ils? Donc, on va regarder, comment les humains conçoivent. Et puis, on va s'intéresser à comment on peut les aider, hein, quelles sont les méthodes qu'on peut développer pour aider à la conception. Donc ça, on va faire de la recherche pour le design. Finalement, on va en faire par le design, research through design. Ça, c'est très important quand on est designer et ingénieur, parce que comme je vous le disais, quand vous créez un nouvel artefact, un nouveau dispositif technique, quel qu'il soit, vous allez créer des nouvelles connaissances, à la fois techniques et anthropologiques, à partir des nouveaux dispositifs que vous aurez conçus. Et puis, évidemment, c'est ce que rappelait aussi Clara tout à l'heure, les sciences de la conception, on doit se demander effectivement quels sont leurs modes de fonctionnement, quels sont leurs modes de validation. Et ça, évidemment, c'est très important parce qu'on se rend compte effectivement du rapport tout à fait particulier que le design a, ou que la conception a, avec la question des disciplines. Aussi, ce que je voudrais souligner, et ça, c'est un texte que j'aime beaucoup, en fait, de Bernard Guy, qui s'est intéressé donc à la question des sciences de l'ingénieur, mais c'est valable aussi pour le design. Il dit, on a dans les sciences de l'ingénieur un mélange entre des lois pures, donc ça, vous faites de la physique, tout va bien, quoi, hein, à une certaine échelle, et des conditions de préparation de dispositifs élémentaires utilisant ces lois, ce qui conduit à de nouvelles lois à une nouvelle échelle. Ces lois nouvelles incluent des choix d'organisation des dispositifs élémentaires en vue d'un bien que l'on se propose d'obtenir et manifestent des choix éthiques cachés, dit-il. Alors évidemment, l'idée, ce serait que ce ne soit pas caché, qu'on les identifie, ces objectifs. Et donc, quand on fait de la recherche en design, quand on s'intéresse au design, on a deux visions, si vous voulez. On a une discussion vraiment sociale, sur l'éthique de ce que l'on propose, et on a une discussion épistémologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut valider les connaissances acquises.
Alors, vous allez vous dire, la recherche, je ne suis pas concernée, c'est trop cher et c'est super compliqué. Bon, alors, j'ai pratiquement fini. Je ne suis pas concernée. Ben, en fait, c'est vrai. Voilà, vous n'êtes pas concerné, vous avez des problèmes, mais en fait, les solutions sont connues. Hein. Voilà, vous allez sur Internet, vous cherchez un peu, vous regardez les articles de recherche, tout d'un coup, vous vous rendez compte que, bah oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur la question et que, grosso modo, vous devriez ne pas avoir à recommencer à faire de la recherche sur le sujet. Alors, à part ça, j'ai envie de vous dire, hein, c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire cette revue de littérature hein, en tant que chercheur, c'est-à-dire qu'on doit voir, effectivement, tout ce que les gens ont déjà écrit pour identifier des espaces de conception qui n'auraient pas été explorés jusqu'à présent. Mais c'est faux, parce que des fois, vous avez des problèmes, et puis vous dites, mais je ne vois pas de solution, et en fait, vous avez raison. C'est qu'en fait, effectivement, les problèmes qui se posent sont des nouveaux problèmes, et ça fait vraiment partie des choses que l'on va essayer d'identifier dans le domaine de la recherche. Donc, à CY École de Design, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'accompagnement au développement durable pose comme nouvelle question au design. Il y a des problèmes d'échelle. Comment est-ce qu'on passe d'initiatives locales à des décisions politiques globales, nationales, européennes? Il faut redéfinir les infrastructures. Si vous voulez basculer dans un monde, on l'a vu hein, pour les histoires du pull en laine, là, hein, de chez Asphalt, ça a l'air de rien comme ça, mais ça voudrait dire pour nous, utilisateurs, qu'on change complètement nos modes de consommation. Hein, si tout était comme ça, en fonction de la demande. Ça veut dire aussi que du coup, on a un accès, une prévisualisation de ce qu'on pourrait avoir envie. Compliqué, hein, c'est toute une infrastructure entre la consommation, la production, la diffusion, la circulation qui doivent être repensées. Ça peut vouloir dire aussi repenser les méthodes de simulation. Quand vous êtes une entreprise, votre souci quand même, c'est à chaque fois de vous dire ok, c'est quoi mon impact carbone? C'est quoi? Bon. Donc ça, il faut des outils de simulation. Il y en a, hein, il y en a beaucoup, mais très souvent, le problème de ces outils de simulation, c'est que les algorithmes qui sont dedans, en fait, ne sont pas explicites. Donc en fait, vous avez des résultats, mais vous ne savez pas toujours exactement ce qui a été calculé. Ça peut poser quand même un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une relation entre ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, et explainable. Hein, on va expliquer l'IA. Donc en fait, l'IA doit avoir des interfaces qui vous font comprendre ce dont il est question. Ça pose plein de problèmes en réalité. Hein. Et puis, il y a une nouvelle articulation des disciplines et des professions, parce que, évidemment, voilà, quand on veut protéger la planète, il est fort probable que l'articulation et le développement des compétences des métiers va être un peu différente de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Bon, alors là, je vous ai mis toutes les thèses. Hein. Alors, on a une collaboration avec Pierre Lévy, qui est à la chaire de Jean Prouvé de design au CNAM, parce que justement, on travaille sur cette question de médium et de médiation du design. On a plein de doctorats en cours, pour vous donner un peu une idée hein, de ce qui nous intéresse. Par exemple, Dorian Reunkryler, qui a terminé sa thèse en avril 2022, sur comment est-ce qu'on peut effectivement, sur la base d'une culture de conception, diffuser d'autres cultures de conception plus ouvertes au design, au sens design situé, hein, à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, il a travaillé sur la notion de signe faible. Et on a deux autres thèses en entreprise, de thèses CIFRE, je vous en parlais tout à l'heure, qui s'intéressent à, oui, c'est bien gentil de dire on s'intéresse à l'utilisateur, mais comment est-ce qu'on le représente et comment est-ce qu'on traduit cet utilisateur dans des produits de design? C'est une vraie question, en fait. Pas toujours si évident que ça. Donc ça, c'est la thèse de Laurent, qui va soutenir en automne. Là aussi, quand les designers travaillent en co-design avec des utilisateurs, avec des clients, il n'y a pas je me mets à votre place. Non, c'est-à-dire que vous et moi, on évolue ensemble. Et donc, en fait, c'est beaucoup moins une question d'empathie, il y en a besoin, mais c'est aussi une question de comment est-ce qu'on structure cette transformation de nous, les designers, parce que du coup, il faut qu'on apprenne des nouvelles choses, il faut qu'on comprenne un peu l'univers que vous nous proposez, vous, notre client, mais aussi, du coup, comment est-ce qu'on accompagne la transformation. La question, en effet, du client qui va être différente à la fin du processus. Voilà, il y a une thèse avec l'ENS qui est sur les pratiques visuelles en microbiologie.
Et puis, bon, 2 thèses qui sont justement entre art et design, avec Paris 1, donc sur les médias occultes. D'ailleurs, c'est une thématique que certains étudiants de CY École de Design ont repris. Et puis l'autre sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une identité, en particulier sur Instagram. Il y a beaucoup d'artistes qui ont joué de façon assez critique sur ce que ça voulait dire d'avoir ce visage, cette espèce d'autobiographie permanente que certains médias sociaux permettent. Alors, on a 2 nouvelles doctorantes qui viennent d'arriver donc en mars 2022, janvier 2022 et mars 2022. Donc, vous voyez les questions d'inclusion, donc design et handicap. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de créer des environnements qui vont permettre une forme d'autonomie de personnes avec différents types de handicap. Et puis, on a une thèse sur le design de territoire. Parce que là, c'est pareil, vous vous dites, attendez, design de territoire, c'est bien gentil, mais enfin bon... il y a eu avant ça de l'aménagement du territoire sans designer. Donc, qu'est-ce que le designer apporte de spécifique? Ça, il faut qu'on regarde, qu'on comprenne ce nouveau métier. Et puis, on a 2 nouveaux membres de l'équipe qui sont arrivés aussi récemment, dont une qui va arriver, en fait, pas encore. Mais vous voyez, qui va travailler, donc Jean-Louis Soubry, qui travaille sur la notion de design systémique. Donc, comment est-ce que ça change aussi la façon de faire du design, de le penser en termes de système? Et puis, Giulia Marcocca, qui est maître de conférence en sciences de gestion et qui s'intéresse à comment est-ce qu'on peut aider à l'émergence de nouveaux écosystèmes. Elle a beaucoup travaillé sur la question de la mobilité des véhicules autonomes. Et puis, on a 2 projets, vous voyez, transition agroécologique et puis comment est-ce qu'il y a des nouveaux formats de formation, parce qu'en fait, ça n'a l'air de rien, mais si on veut effectivement avoir... des nouvelles générations qui sont capables de faire ces transitions, peut-être il faut les former un peu différemment et donc on a un partenariat avec le LPI en espérant que ça marche. Alors après, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais en fait, ça coûte trop cher. Ça, c'est moi qui pouffe. Alors la recherche, c'est pas cher du tout. En fait, c'est même dramatique. Hein. Ça devrait être plus cher, en fait. Du coup, j'arrive même plus à passer à la suivante, tellement je suis contente de mon chiffre animé. Bon, bref. Alors, je vais vous dire 2 mots. Le vadémécum de comment faire de la recherche avec un laboratoire public, super facile. On a ce qu'on appelle des thèses CIFRE qui ont débuté en 81. L'idée, c'est de l'État. C'était d'inciter justement et de contribuer à l'effort de recherche et développement des entreprises, aussi de favoriser l'emploi des jeunes docteurs dans les entreprises, etc., etc. Alors, qui peut en bénéficier? Ça, c'est ma petite page de pub. Donc, tout le monde peut en bénéficier quasiment. Voilà. Les entreprises, les organismes publics, alors évidemment, en dehors des services de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics industriels et commerciaux, les associations. Bon, donc franchement, plus d'excuses. Alors, comment ça se déroule? Très simplement, on présente un dossier, c'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a quelqu'un qui vient me voir, donc j'ai un système de ce que j'appelle pré-doc, donc des jeunes qui sortent de leur formation, ou des moins jeunes qui ont envie de revenir et qui ont travaillé, qui se disent là, quand même, il y a un truc qui m'interpelle, là, je voudrais creuser cette question-là. Et donc, on fabrique un dossier, bon, voilà. Et l'ANRT, donc l'Agence nationale de la recherche et de la technologie, va donner un avis sur la qualité scientifique du dossier, et puis aussi sur on va dire, la solidité financière de l'entreprise pour éviter qu'évidemment, la thèse ne cesse faute de combattants. Alors, c'est ce chiffre-là que vous devez regarder ici. Une misère. L'entreprise reçoit une subvention d'État de 14 000 €. Non assujettis à la TVA. Et par-dessus le marché, vous avez un crédit impôt recherche. Donc, globalement, et ça c'est le salaire, on va dire, plancher, c'est le minimum, sur un salaire brut de 23 484 €, le salaire brut chargé est de 32 878 €, mais la subvention CIFRE et le crédit impôt recherche font que le coût final du doctorant est de 8 283 € par an. Donc, vous avez à votre disposition quelqu'un qui a Bac+5 minimum et qui est à mi-temps chez vous pour faire de la recherche.
Je précise aussi qu'à la suite de ça, vous avez un dispositif jeune docteur. Donc, si vous employez directement quelqu'un qui vient de sortir de sa thèse, eh bien, votre crédit impôt, le salaire chargé est compté double dans le calcul du crédit impôt recherche. Et donc, l'augmentation d'environnement passe à 100%. Voilà, et ça se présente vraiment comme une suite logique de la CIFRE. Donc là aussi, pareil. Une entreprise qui dit « je ne vais pas recruter un jeune docteur », moi, je ne le comprends même pas. Voilà. Alors maintenant, c'est trop compliqué. Alors là, je vais vous dire talk to me. Comment est-ce qu'on construit un partenariat entre un labo public, comme le mien, et une entreprise pour répondre à la complexité des questions? Alors nous, on ne va pas répondre à toutes les questions non plus. Hein. D'abord, on n'est pas si nombreux que ça. Hein. Pour le moment, il y a moi et un peu Jean-Louis, quoi. Mais bon. Et ben, on va regarder quelles sont les questions qu'on peut construire ensemble dans un premier temps. Et ça peut être on va dire à la croisée de l'anthropologie, de la sémiotique, des sciences du design. On identifie aussi si c'est bien de ça dont vous avez besoin d'une thèse CIFRE, par exemple, hein, parce que ça peut être plutôt un travail avec des jeunes chercheurs, puisque nous, le positionnement de CY École de Design, ça a été de dire, ils sont présents ici, ça a été de dire qu'on les formait dès le Master 1 et le Master 2 à la recherche, donc, et d'ailleurs même avant ça, puisqu'en fait, tous les étudiants ont une formation à l'enquête, aux sciences sociales, hein, donc vraiment à la capacité à faire une analyse de leur environnement. Donc, l'idée, c'est que peut-être ça peut être un premier projet avec des étudiants, mais ça dépend de la nature de votre question, il ne faut pas qu'elle soit quand même trop compliquée. Hein. Ça peut être des doctorants, il y a des questions qui sont très compliquées, et là, du coup, vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui a déjà une thèse et que vous pouvez recruter en termes de postdoc, ou alors c'est carrément que vous avez besoin d'un chercheur senior. Ça, c'est différents types de contributions, ça dépend de vos questions. Voilà. Ensuite, on identifie les formats qui sont attendus, parce qu'entre un démonstrateur, une possibilité d'action, un article, une thèse, une chaire ou un laboratoire commun, il y a différents formats. Bon. Et puis, du coup, on identifie, parce que j'ai fait un tout petit peu là avec la CIFRE, mais bon, il y a d'autres formats, les budgets, les spécificités, en tout cas du système français de soutien à la recherche. Et donc, en conclusion, voilà. Et je vous remercie de votre attention. Ils n'ont plus de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Sur différentes choses ou des sujets que vous avez... Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir Virginie Linder, je suis enseignante à CY également. J'ai une petite question. Alors moi je suis juriste de formation. Je travaille au sein de l'UFR Lettres et Sciences Humaines. J'ai fait un petit pas de côté durant mon cursus. Et aujourd'hui, je suis dans le cadre d'un master MISE, Management et Ingénierie des services à l'environnement, chargé d'un enseignement en Design Thinking, justement. Enfin, je participe modestement. Et j'ai une petite question qui peut-être découle aussi de votre propre parcours. Parfois, justement, mes étudiants, ingénieurs de formation pour la plupart, ont du mal à trouver le sens. Finalement, ont du mal à identifier au départ ce qui fait l'intérêt de la démarche. Alors, peut-être quelques conseils pour attirer encore plus ces étudiants sur le projet de design durant cette semaine. Vos arguments chocs. J'en ai compris quelques-uns déjà. Alors, les arguments chocs, je pense qu'en fait, la méthodologie que Dorian a développée pour les entreprises, c'est qu'en fait, quand on forme des ingénieurs, ils ont déjà, en fait, et ça, moi, c'est ce que je faisais dans mon école d'ingénieur à Télécom, ils ont déjà des cultures de conception. Alors, simplement, ce ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui est compliqué, en fait, c'est de leur faire comprendre qu'est-ce qu'il y a de similaire, donc de partir, encore une fois, des logiques de conception en ingénierie pour montrer justement quels vont être les apports complémentaires, que ce soit du design thinking ou du design en général. Donc moi, c'est ça que je faisais en fait à Télécom, c'est-à-dire de dire... après, j'ai envie de vous dire, aussi moi, ma mission, c'était de dire à des jeunes ingénieurs, peut-être que vous n'allez pas être bon du tout, et en fait, c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, au niveau de l'entreprise, le problème, c'est pas de tout savoir faire, surtout qu'en France, ils ont un peu tendance à penser qu'une fois que tu es ingénieur, enfin, c'est des rêves de belle-mère, comme on dit chez moi. Donc, une fois qu'ils sont ingénieurs, du coup, ils peuvent tout faire. Alors, l'idée, c'est que peut-être pas,
mais que ce n'est pas grave et que du coup, ils auront le vocabulaire et ils auront les réflexes pour pouvoir travailler justement avec des designers. Donc je trouve que ça peut être tout à fait, on va dire, en tout cas une ouverture, si ce n'est effectivement le fait de cumuler différentes compétences à partir, encore une fois, de ce qu'ils ont appris par ailleurs. Oui, Dominique. Je ne vais pas te poser de questions, mais je voudrais juste rajouter une réponse, en fait. Une des possibilités, ça serait de faire travailler vos étudiants avec des designers. Voilà. Ça change tout. Que tout d'un coup, ils sont confrontés à une population qui n'est pas du tout la même, hein, mais qui ont le même âge qu'eux, mais qui arrive avec une autre culture et une autre méthode. Et ce dialogue interdisciplinaire qui a lieu pour le coup physiquement, hein, c'est-à-dire que c'est pas, on va pas lire des bouquins, ça a lieu physiquement sur des enjeux qui sont posés sur la table, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que tout le monde apprend de tout le monde. C'est pas une parole qui vient d'en haut, qui expliquait ce que c'est, les intrigues, etc. Ça vient d'en bas, c'est au même niveau. Il faut que ça soit connecté à un vrai problème, hein, que ce soit pas quelque chose d'abstrait. Mais ça aussi, c'est un autre moyen de faire passer cette culture-là et de la rendre compréhensible et d'en comprendre le sens. C'est vrai? Ah oui, ceux-là, oui, ben voilà. Ouais. Mais le projet interdisciplinaire, c'est vraiment... Mais ça veut dire qu'il faut s'accoster, il faut accoster les programmes, et ça marche très bien. Oui, monsieur. Merci, bonsoir. Moi, je suis un financier de formation. Je m'intéresse à l'innovation depuis un certain nombre d'années et au design aussi. Et j'ai découvert dans la région des structures de design. Alors, quid de vos... Justement, ça rebondit un peu sur ce qui vient d'être dit. J'avais signalé là tout récemment, j'ai pas eu de contact encore avec Monsieur Franchetot dans les relations, une entreprise des Yvelines que je trouve personnellement tout à fait exemplaire, qui, je n'ai pas d'action, hein, simplement je la signale, elle m'a vraiment bluffé parce que c'est une toute petite équipe pluridisciplinaire qui travaille, si j'ai bien compris, en fonction de commandes, mais aussi en recherche sur des projets qu'ils aiment parce qu'ils sont très impliqués, développement durable, etc. Et cette structure est basée à Conflans-Sainte-Honorine. Bon, je voulais savoir si, vous, si j'ai bien compris aussi, votre école est de création récente, donc elle va s'enrichir progressivement des compétences à la fois dans d'autres grands départements et dans le voisin, qui est, je crois que le couple Yvelines Val d'Oise doit comporter un certain nombre de professionnels comme ça. Je suis vraiment sensible à ce qui vient d'être dit. Je crois que ça doit être très intéressant pour les étudiants et les clients potentiels qu'il y ait une sorte d'écosystème entre tous ces puits de compétences. Alors, c'est une très bonne remarque. Déjà, Isaac est dans la salle, donc si vous voulez vous parler après, ça me paraît une très bonne idée. Je vais répondre de deux façons. La première façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'une entreprise qui est innovante, plus ou moins, qui a envie de travailler avec un laboratoire ou une école de design, elle a plusieurs formats pour le faire. Et un des premiers formats, c'est que les étudiants soient amenés à travailler sur des projets que les entreprises leur proposent. Et ici, on a aussi des designers qui accompagnent du coup les étudiants. Donc il y a un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre, et qui donc du coup, et ça c'est aussi une façon de commencer à se connaître. Mais encore une fois, je pense que la nature des questions est assez importante à identifier. C'est-à-dire que, encore une fois, si la question c'est de savoir tout ce qui s'est fait sur le retraitement des déchets dans le cadre d'un projet de 8 à 14 semaines, je ne sais pas si c'est tout à fait réalisable en si peu de temps. En tout cas, parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire. Alors que si vous dites, voilà, ça, est-ce que je peux payer une étude qui va regarder, on a par exemple un groupe d'étudiants en Master 1 qui s'est intéressé aux poubelles,
J'ai envie de vous dire, ça a juste été un casse-tête en matière de revue de littérature, parce que le recycling, vous trouvez sur même du recycling intelligent, mais sur cet objet artefact présent dans la ville, de qu'est-ce qu'il apporte sur le plan esthétique des usages, la diversité des usages autour du fait de jeter dans un contexte urbain, par exemple, ça, on a beaucoup de mal à trouver des choses. Voilà. Donc là, on voit des étudiants, plus le travail que nous, on va pouvoir faire avec l'équipe de recherche, qu'on a fait un peu cette année et qu'on va continuer l'année prochaine pour élaborer là-dessus. Donc, pour répondre à votre question, oui, on est super intéressé à CY École de Design pour avoir le plus de relations possibles avec des entreprises qui ont des projets comme ça qui peuvent nous intéresser sur le plan pédagogique. C'est une école, donc les étudiants sont là pour apprendre, c'est pas des agences de design, c'est vraiment une école. Et puis après, c'est aussi une façon de commencer un peu cette danse en fait, ensemble, et de se dire peut-être on a d'autres questions qui nécessitent d'autres formats d'interaction entre nous et l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas si Dominique, tu veux rajouter, ou Isaac, vous voulez rajouter des choses. C'est bon, ça va? Eh bien, s'il n'y a plus de questions, c'est le moment de te remercier, Annie, pour cette conférence. Merci. Les conférences d'X Campus, c'est fini pour cette année. On revient en septembre avec un programme qui sera passionnant et qu'on est en train de finaliser. N'hésitez pas à aller sur notre site internet à la fin de l'été pour le découvrir. Et je vous souhaite à tous un très bel été. À l'année prochaine.